Aujourd'hui, nous examinons une affaire de la seconde moitié du 19e siècle, alors installez-vous pendant que nous partons aux États-Unis. Helen Lucas est née en 1856 à Bridgeport, ville industrielle en plein essor dans le Connecticut. La famille Lucas était de la classe moyenne respectable. Une position ni riche ni pauvre, mais stable et bien considérée. À cette époque, Bridgeport était en pleine transformation. L'arrivée des chemins de fer et l'expansion de l'industrie en avaient fait une ville portuaire animée, attirant des ouvriers, des commerçants et des artisans qualifiés. Comme beaucoup de familles de leur rang, les Lucas accordèrent de l'importance au travail acharné, à la respectabilité et à la bienséance. En devenant adulte, Helen se mit à fréquenter un jeune homme appelé James Latin. Il travaillait comme assistant dans une boucherie et, à première vue, il était sûr de lui, bien parlé et attentionné. Au début, ses parents pensaient qu'il était un bon parti pour leur fille aînée. Il semblait ambitieux et poli, et Helen paraissait vraiment l'apprécier. Mais des détails troublants commencèrent bientôt à apparaître. Monsieur Henry Lucas, le père d'Helen, découvrit que James Latin avait déjà été marié et divorcé, ce qui troubla pour quelqu'un d'à peine dans la vingtaine. Le mariage s'était terminé rapidement, et les circonstances de sa fin étaient floues. Bien que Monsieur Latin n'ait pas exactement caché cette partie de son passé, il ne l'avait pas non plus révélé de lui-même. En enquêtant davantage sur James Latin, Monsieur Lucas entendit des rumeurs sur sa mauvaise conduite et sa mauvaise réputation. Plus Monsieur Lucas en apprenait, plus il commençait à s'inquiéter et il se demandait ce qui pouvait encore être caché sous le charme soigneusement élaboré du fiancé de sa fille. Lorsqu'il parla de ses inquiétudes à Helen, elle refusa d'y croire et à contre-cœur, Monsieur et Madame Lucas acceptèrent qu'elle puisse épouser James Latin. La date du mariage fut alors fixée au 3 octobre 1874. Bien qu'Hélène semblait très éprise du jeune homme, il y avait des signes que tout n'était pas comme il se devait. Monsieur Latin, sans jamais expliquer pourquoi, hésitait à fixer une date et ne semblait guère enthousiaste à l'idée du mariage. En fait, il a même dit à Monsieur Lucas qu'il essaierait de prendre un jour de congé. Une remarque étrange pour quelqu'un qui allait bientôt se marier. Néanmoins, les préparatifs ont continué et il a donc été convenu qu'après la cérémonie, le couple se rendrait à New Haven. Le soir du 2 octobre, Hélène a quitté la maison, disant à ses parents qu'elle reviendrait bientôt. Elle se sentait anxieuse et devait apparemment aller voir son fiancé. Cependant, Hélène n'est jamais rentrée chez elle. Alors que les heures passaient et que la nuit tombait, Monsieur et Madame Lucas étaient de plus en plus inquiets au matin du 3 octobre, le jour qui devait être celui du mariage de leur fille Hélène. Ils sont devenus très inquiets, sont sortis la chercher, rejoints par des amis et voisins pour la recherche ensemble. Ils ont parcouru les rues de Bridgeport en appelant le nom d'Hélène, espérant le moindre signe d'elle, mais elle restait introuvable. Pendant qu'ils cherchaient, des ouvriers ont découvert une jeune femme allongée face contre terre dans une flaque d'eau sombre au nord de la ville. Le corps a été conduit à la morgue, puis identifié comme celui de mademoiselle Helen Lucas. Cette découverte a causé beaucoup d'angoisse dans la communauté, et il semblait que, peu de temps après, tout le monde parlait du jour où Helen Lucas était censée descendre l'allée. Au lieu de cela, elle a été retrouvée morte dans l'eau. À première vue, il semblait qu'elle s'était noyée, et le soupçon immédiat était qu'elle était morte de sa propre main. Mais à mesure que les enquêteurs examinèrent la scène de plus près, cette idée a commencé à perdre en crédibilité. Le ruisseau où le corps a été retrouvé ne faisait pas plus de 8 cm de profondeur. Et pour que quelqu'un s'y noie, surtout une jeune femme de constitution fragile, il aurait fallu un effort extraordinaire. Cela paraissait peu probable vu les circonstances. Des preuves plus convaincantes étaient visibles sur plusieurs mètres le long de la berge. L'herbe et la terre étaient piétinées comme si quelqu'un s'était débattu. Les agents pensaient désormais qu'Hélène avait été assassinée et qu'elle s'était battue pour sa vie de toutes ses forces. Les signes d'une lutte violente rendaient la théorie selon laquelle Hélène aurait pu faire cela elle-même impossible. Un examen médical a révélé un autre fait frappant. Hélène était enceinte de plusieurs mois. Il n'était pas certain que sa famille en ait eu connaissance, mais cela semblait probable dans les semaines précédant sa disparition. Son père, Monsieur Henry Lucas, insistait pour que la date du mariage soit fixée, et cette urgence laissait penser qu'il soupçonnait quelque chose concernant l'état d'Hélène. Suite à cette révélation, l'attention se tourna désormais vers le fiancé d'Hélène, Jacques Latin.
Interrogé par les agents, il a nié avoir été près du ruisseau la nuit de la disparition d'Hélène. Or, des témoins ont vite contredit cette version. Plusieurs personnes ont déclaré l'avoir vu le soir du 2 octobre, près de l'endroit où le corps d'Hélène a ensuite été retrouvé, alors que la police poursuivait son enquête. Un témoin s'est manifesté en affirmant que, la nuit de la mort d'Hélène Lucas, elle avait vu Hélène debout sur la route avec James Latin. Le témoin a déclaré qu'elle avait entendu Hélène dire « Tu seras là, n'est-ce pas ?» Monsieur Latin a répondu à contre-cœur qu'il le serait. Le témoin a poursuivi, affirmant qu'Hélène a ajouté « Si tu n'es pas là, tu sais quelles seront les conséquences. » Suite à cela, Monsieur James Latin a été arrêté par l'agent Eastman et, lorsqu'on lui a dit qu'il serait emmené au poste de police pour être interrogé, il a répondu qu'il s'attendait à une visite de la police. Pendant l'interrogatoire, James Latin a tenté de fournir un alibi. Il a dit qu'il était à bord d'une goélette cette nuit-là, ancrée sur la rivière, dont le capitaine était son cousin. Cependant, lorsqu'on a demandé confirmation à son cousin, celui-ci a déclaré aux agents que, bien que James Latin soit effectivement monté à bord, il était déjà si tard qu'il était allé se coucher et ne l'avait pas vu. Les agents ont interrogé d'autres membres de l'équipage qui ont indiqué que Monsieur Latin était monté à bord très tard dans la nuit. Cela n'a fait que renforcer la conviction des agents que Monsieur Latin était responsable de la mort de Mademoiselle Hélène Lucas et qu'il était allé sur la goélette pour se fabriquer un alibi. Une autopsie a été réalisée et un jury d'enquête a été réuni pour tenter de découvrir comment Mademoiselle Hélène Lucas était décédée. Cependant, l'autopsie n'a pas permis d'établir la cause exacte du décès et le corps a été remis à la famille pour l'inhumation peu de temps après. Cependant, de nouveaux éléments sont apparus lorsque les autorités ont découvert que Monsieur Latin avait acheté un grand couteau et une bouteille de bromure dans un magasin local. Des agents se sont rendus à la boucherie où ils travaillaient et ont découvert les objets cachés dans une vieille cape. Cela a été suivi d'une fouille de l'endroit où ils vivaient et les agents ont trouvé des poisons cachés dans une vieille chaussure. D'autres enquêtes ont révélé que Monsieur Latin avait acheté ces poisons dans une pharmacie de Bridgeport le 29 septembre, quelques jours seulement avant la mort d'Hélène. Cela a alors conduit à la suspicion qu'elle avait pu être empoisonnée. Son corps a été exhumé et une analyse chimique plus approfondie de son estomac et de son cerveau a été réalisée. Alors que l'enquête se poursuivait, bien qu'il n'y ait aucune preuve définitive pour prouver exactement comment Hélène était morte, le poids croissant des preuves circonstancielles. Les achats suspects de Monsieur Latin et les témoins qui ont affirmé l'avoir vu près de l'endroit où le corps d'Hélène Lucas a été retrouvé ont fait que l'opinion publique a commencé à se retourner contre lui. Beaucoup le croyaient coupable de trahison et de meurtre. Le jury de l'enquête a conclu qu'Hélène Lucas était morte à la suite de violences commises par James Latin et il allait désormais être jugé pour meurtre. Le procès de James Latin débuta le 24 février 1875 devant les juges Sanford et Bordesley. La salle d'audience était pleine et de nombreux témoins avaient été convoqués pour l'accusation et la défense. Un jury avait déjà été installé et le procès allait commencer, mais un retournement de situation est survenu. Monsieur M. Buell Seymour, l'avocat de la défense, s'est levé et a informé la cour que son client avait décidé qu'il préférait que sa culpabilité ou son innocence soit déterminée par les juges, plutôt que par un jury de 12 hommes. La décision a surpris le procureur d'État, James Olmsted, qui s'est opposé à ce changement dans le déroulement du procès. Aussi tard dans la procédure, surtout après qu'un procès devant jury ait été accepté lors de l'attribution. Cependant, les deux parties ont accepté de continuer selon la nouvelle disposition. L'affaire avait déjà attiré une attention publique considérable. Ainsi, pour maintenir l'ordre, les deux juges ont décidé de n'autoriser que le nombre de spectateurs pouvant être assis dans la salle d'audience. Ils ont également placé des policiers à l'entrée du palais de justice et dans les couloirs du bâtiment afin d'éviter la surpopulation et de s'assurer que les espaces publics restent dégagés. L'excitation parmi le public était intense et la presse suivait de près les débats, rapportant en détail les événements de chaque journée. La première personne à témoigner fut Clarissa Lucas, la sœur de la défunte, lorsqu'elle prit la parole. De fortes chutes de neige tombaient à l'extérieur du bâtiment, mais cela ne semblait pas décourager la grande foule qui s'était rassemblée, avide d'entendre des nouvelles du procès. Clarissa a décrit une fois où elle avait accompagné sa sœur et James Latin à l'endroit connu sous le nom de Hemlock Grove, où le meurtre aurait eu lieu. Elle a décrit l'humeur de Monsieur Latin ce jour-là comme étant sombre et a dit qu'il était moins bavard que d'habitude. Elle a déclaré à la cour que cela avait eu lieu peu avant la mort de sa sœur.
Le chef de la police de Bridgeport, M. Marsh, a été le témoin suivant. Il a mentionné un col en papier porté par M. Latin la nuit de la mort d'Hélène Lucas et précisé qu'un col similaire avait été retrouvé près du lieu du crime. Bien que l'accusé ne soit pas la seule personne à utiliser ce type de col, la coïncidence, selon le chef de la police Marsh, était très révélatrice. Un jeune homme qui vivait dans la même maison que James Latin et dormait dans la chambre voisine a déclaré que le 2 octobre 1874, James était rentré très tard et semblait très satisfait de lui-même. Il a dit que lorsqu'il lui a demandé pourquoi il était si heureux, James a répondu qu'il avait passé une très bonne soirée. Un autre témoin, nommé Frederick Beach, a témoigné qu'il avait parlé à M. Latin après qu'Hélène Lucas a été retrouvée morte. Il a dit lui avoir demandé s'il savait ce qui s'était passé en le regardant. Les juges ont affirmé que M. Latin n'a montré aucune surprise en apprenant sa mort. M. Beach a ajouté qu'au lieu de montrer des signes de choc et de chagrin, il lui avait plutôt dit qu'il n'avait pas été dans la région la nuit précédente. Une réponse que M. Beach a dit avoir trouvée très étrange. La prochaine personne à témoigner était M. George Pratt, un marchand de colle en papier qui était désormais aussi membre de la police. Il a témoigné à 2 titres. D'abord, en tant qu'expert dans la fabrication de colle en papier, puis en tant qu'agent de police dans le cadre de son expertise. Il a examiné le col trouvé dans la chambre de M. Latin et l'a associé à ce dernier devant le tribunal, découvert sur la berge du ruisseau tout près de l'endroit où le corps a été retrouvé. M. Pratt a également déclaré au tribunal qu'en tant que policier, il avait entendu M. Latin dire, alors qu'il était en garde à vue, qu'il avait menti sur l'endroit où il se trouvait, la nuit du décès de Mlle Lucas. Il a précisé que cette omission n'avait pas été faite directement à un policier, mais à un autre détenu nommé Jean Chian. L'agent Pratt a déclaré que la conversation entre les 2 hommes était clairement audible. Un jeune garçon nommé Alva Wilmot a témoigné qu'il avait vu M. Latin près de la maison d'Hélène Lucas le 2 octobre. Il a déclaré à la cour ne pas se souvenir de l'heure, mais a précisé que c'était après la nuit tombée et que M. Latin marchait seul vers la maison de Mlle Lucas. 25 témoins supplémentaires avaient été convoqués par l'accusation et à mesure que chacun témoignait, malgré le temps, le procès continuait d'attirer une grande attention du public. L'un des témoins, Mlle Mattie Smith, a affirmé qu'en mai 1874, M. Latin lui avait dit fréquenter une autre femme et ne plus vouloir être avec Mlle Hélène Lucas, à qui il avait promis le mariage. Mlle Smith a déclaré qu'il lui avait clairement fait comprendre que, malgré sa relation continue avec Mlle Lucas, il voulait épouser l'autre jeune femme. Selon Mlle Smith, M. Latin lui a alors demandé si elle pouvait lui fournir un médicament capable de provoquer une fausse couche. Elle a déclaré au tribunal qu'elle avait refusé sa demande et qu'elle avait clairement indiqué qu'elle ne lui fournirait rien de ce genre. Alors que le procès entrait dans sa 2e semaine, plusieurs témoins médicaux et médico-légaux ont témoigné. Le docteur Abernethy a déclaré que, selon lui, les blessures trouvées sur le front de la jeune femme n'étaient pas suffisamment graves en elles-mêmes pour avoir causé sa mort. Le docteur Hubbard a également témoigné. Il a déclaré à la cour avoir examiné les organes de la défunte sans rien trouver pouvant expliquer clairement la cause du décès. Il a dit que la marque ou l'indentation sur son front pouvait résulter d'une pression prolongée plutôt que d'un coup direct. Le professeur Wheeler, qui avait effectué une analyse chimique de l'estomac d'Hélène Lucas, a témoigné qu'il n'avait trouvé aucun poison. Mais il a identifié une petite quantité de gravier qui, selon lui, avait probablement été avalée pendant qu'elle était maintenue sous l'eau. Le professeur a également confirmé qu'il avait analysé la substance trouvée dans la chambre de M. Latin et qu'il s'agissait de strychnine pure. Avant la délibération des juges, le procureur James Olmsted a prononcé un discours méthodique, guidant la cour à travers les preuves ayant mené à l'accusation de meurtre contre James Latin. Monsieur Olmsted a commencé en posant la question fondamentale. Hélène Lucas est-elle morte de façon violente ou de sa propre main? Les preuves, a-t-il soutenu, indiquaient sans équivoque un meurtre. Il a déclaré que, bien que le corps ait été examiné initialement sans résultat concluant, une seconde autopsie avait confirmé que tous les organes de la jeune femme étaient sains au moment de sa mort. Il aborda ensuite la question de la noyade. Mademoiselle Lucas aurait-elle pu se suicider dans seulement 8 cm d'eau? Il rejeta cette idée avec une analyse posée et méthodique. Il affirma que le gravier et les végétaux dans l'estomac de Mademoiselle Lucas provenaient du même ruisseau. Des éléments retrouvés en elle indiquaient qu'elle les avait inhalés de son vivant en luttant pour respirer.
Il affirma qu'on l'avait forcée à rester face contre terre, et non qu'elle était simplement tombée. Monsieur Olmsted a ensuite attiré l'attention sur les preuves physiques de la contrainte. Les ecchymoses sur les poignets de la victime, une coiffe qui avait été écrasée vers l'intérieur avec les empreintes de son pouce et de ses doigts, un col déchiré, une cravate et des fragments d'un châle retrouvés sur des buissons à proximité, tout cela suggérant qu'une lutte avait eu lieu. Il rappela au tribunal que la jeune femme s'était habillée avec soin, était partie de chez elle à exactement 7 heures et était allée rencontrer quelqu'un selon un arrangement convenu. Il insista, c'était Monsieur James Latin. Le mobile, déclara Monsieur Olmsted, était douloureusement évident. Monsieur Latin avait fréquenté mademoiselle Hélène Lucas et lui avait promis de l'épouser. Elle était enceinte, et ce soir-là, il devait régler les détails du mariage. Mais Monsieur Latin s'était amouraché d'une autre et voulait fuir ses devoirs envers mademoiselle Lucas. L'avocat a également reconstitué avec soin les déplacements de Monsieur Latin. Il a indiqué que des témoins présentés au tribunal l'avaient vu avec mademoiselle Lucas peu après son départ de chez elle. Plus tard, il a été vu seul, agissant normalement. Étrangement, les vêtements qu'il avait portés cette nuit-là ont été retrouvés dans sa malle et étaient encore humides. Et l'analyse du laboratoire avait confirmé que l'eau présente sur ses vêtements correspondait à la teneur en sel du ruisseau de Marais où le corps d'Hélène avait été retrouvé. La cravate déchirée et le col retrouvé sur place étaient à Monsieur Latin. Et une fibre du châle d'Hélène a aussi été trouvée sur son chapeau. Monsieur Olmsted a reconnu qu'il s'agissait de preuves fragiles, mais ensemble, elles formaient une chaîne solide et ininterrompue. Aucune preuve, disait-il, ne suffisait seule, mais ensemble, elles dressaient un tableau clair des faits. Monsieur James Latin a tué mademoiselle Hélène Lucas, sa future épouse enceinte de lui. Monsieur M. W. Seymour, l'avocat de la défense, rejeta la version du procureur concernant ces événements et rappela au tribunal qu'aucune substance toxique n'avait été retrouvée dans le corps de mademoiselle Lucas et que la mort était due à la noyade. Il déclara que l'idée selon laquelle on ne peut pas se noyer dans de l'eau peu profonde était erronée et qu'il existait de nombreux cas documentés, tragiques mais réels, de noyades accidentelles de ce type. Surtout lorsque des évanouissements, une intoxication ou des faiblesses liées à la grossesse étaient en cause. Les ecchymoses et vêtements déchirés, bien que suggestifs, ne prouvaient pas à eux seuls une agression et pouvaient aussi résulter d'une chute, de panique ou de tentative de fuite. Il affirmait que si cela avait été un meurtre prémédité, Monsieur Latin aurait-il vraiment laissé derrière lui autant d'indices qui le désignaient, les fibres, le col, le pantalon mouillé. Ceux-ci, disait-il, n'étaient pas les actes d'un homme cherchant à dissimuler un crime, mais ceux d'un homme pris dans un flot de malchance circonstancielle. Il a rappelé que le mobile n'est pas une preuve et que le soupçon ne signifie pas culpabilité. Puis, regardant les juges, il déclara que la chaîne de preuves sur laquelle l'État s'était appuyé pouvait sembler solide de loin, mais qu'à l'examen, elle comportait une multitude de doutes. Après avoir écouté les plaidoiries finales des deux avocats, les deux juges se retirèrent pour délibérer sur l'affaire. À leur retour, tous les yeux se portèrent sur le banc des accusés, où James Latin, pâle et raide, mains crispées, fixait le tribunal. Les juges annoncèrent alors qu'ils déclaraient James Latin coupable de meurtre au second degré et qu'il serait envoyé en prison pour le reste de sa vie naturelle. Un discret murmure parcourut la salle d'audience, non de soulagement mais de surprise. Monsieur Latin vacilla légèrement à ces mots, mais nul ne sut si c'était de choc ou de soulagement. Il ne faisait aucun doute dans l'esprit de beaucoup que si Monsieur Latin avait été jugé devant un jury de ses pairs, l'issue aurait été bien plus sévère. De l'avis de la plupart, l'affaire avait été prouvée, et la peine, si elle avait reposé entre leurs mains, aurait été la pendaison, alors que James Latin était escorté hors de la salle d'audience. Une foule en colère lança des boules de neige et des pierres solidifiées sur la voiture cellulaire, et les gens criaient « Pendez-le !» Une fois le prisonnier à l'intérieur, les gardes ordonnèrent au véhicule de partir, et il s'éloigna tandis que les huées résonnaient derrière lui. James Latin passe 6 ans en prison, où il meurt de la tuberculose. Il mourut en 1881 sans jamais avouer le crime. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.